Vous êtes sur Radio Camping, la chaîne faite par et pour les acteurs du camping. Radio Camping, c'est le plein d'apprentissage de la part de personnes qui font le camping. Gérants, fournisseurs, partenaires, des discussions à cœur ouvert qui vous feront découvrir l'envers du décor et bien plus encore. Nous sommes Johan et Pamela et nous vous invitons à partager ces moments privilégiés avec nos invités. Ce contenu est rendu possible par Geektonic, l'agence web et ad spécialisée dans la commercialisation de camping depuis plus de 10 ans. Si vous aussi vous souhaitez faire décoller vos ventes, rendez-vous sur www.geek-du6tony.com ou sur nos réseaux sociaux en tapant Geektonic Biarritz. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors merci de m'avoir accordé cette entrevue. Nous sommes donc aux universités d'hiver de la FNHPA, donc qui ont changé de nom. Eh oui. Et donc c'était l'occasion qu'on fasse une interview pour Radio Camping, pour la chaîne YouTube et pour le podcast en direct, où j'ai plein de questions à te poser. Ouais. Donc on va essayer de faire un épisode un peu concis mais pas trop, parce que l'idée voilà, c'est d'avoir aussi une découverte de Nicolas Daillot, autre que BFM TV, hein, forcément on est la chaîne spécialiste de l'HPA. Donc voilà, on a quelques questions. À commencer par d'où viens-tu et est-ce que tu peux te présenter Nicolas? Oui, donc j'ai 45 ans, je suis exploitant de camping dans le Morbihan et dans le Finistère. Ça fait une quinzaine d'années que je suis dans la profession, donc c'est pas si lointain que ça finalement. Ouais. Que dire d'autre que je suis président de la FNHPA depuis 5 ans maintenant. Président de la fédération bretonne depuis un peu plus encore, mais je ne me souviens plus exactement de la date. Hein. D'accord. Voilà, et puis que dire d'autre que c'est une aventure collective, puisque la fédération c'est un groupe. Il y a certes le président, mais c'est avant tout une construction avec tous les présidents des syndicats départementaux et des fédérations régionales. Donc on est près de 70, sans compter les salariés, qui sont évidemment très actifs et qui ont un rôle fondamental dans la défense de la profession. Sachant qu'il y en a un peu moins d'une dizaine à la FNHPA, plus les salariés, les permanents des syndicats et des fédérations régionales, qui sont près d'une quarantaine. Donc ça fait à peu près 50 personnes au total. Alors, qui dépendent des syndicats et des fédérations locales, mais comme nous sommes une grande famille, puisqu'on a la chance dans la profession d'être tous liés, donc au final c'est vraiment une aventure collective. D'accord. Et quel est ton cursus universitaire professionnel auparavant? Alors, c'était pas prédestiné de faire de l'hôtellerie de plein air. Au début, je voulais être notaire, ce qui fait que j'ai bifurqué en cours de route. J'ai une maîtrise en droit des affaires et un DESS en gestion. D'accord. Je me suis assez vite associé avec mes parents, qui étaient eux-mêmes agriculteurs, bar tabac, restaurant. D'abord dans la restauration, après en achetant les campings. Aujourd'hui, je suis associé avec ma sœur. Et donc on a eu au cours de notre carrière 3 campings. C'est un peu un hasard en fait, c'est une rencontre avec des amis. On voulait s'associer au début, on voulait changer de profession. Ils sont avec des amis qui étaient boulangers vendéens, parce qu'il y a beaucoup de boulangers vendéens qui ont acheté les campings et qui nous ont donné donc l'idée de reprendre un camping en 2005. D'accord. Et en Bretagne d'abord. On ne voulait pas d'ailleurs retourner au pays puisque nous sommes d'origine bretonne. D'accord. Et finalement, les campings que nous avons achetés sont tous en Bretagne. D'accord. Et on y est très heureux. Donc tu as 2 campings. C'est ça, 2 campings. Un dans le Finistère, dans la baie de Douarnenez, et un deuxième dans le golfe du Morbihan. D'accord, ok. Et c'est des campings de résidents avec du locatif, d'emplacement? Non, c'est des campings alors qui ont un peu de résidents, mais pas beaucoup, à peu près 20-25%. Moitié locatif, moitié emplacement nu. D'accord. Les deux ont un profil assez traditionnel. Celui du Finistère est un camping sur la plage qui plaît beaucoup aux Allemands. Donc on a à peu près 35% de clientèle allemande, française pour le reste. Ouvert de mai à septembre avec un peu moins de 300 places. Et le deuxième est ouvert toute l'année dans le golfe du Morbihan avec une clientèle beaucoup plus française qui lui a 147 emplacements et une aire de camping-car de 50 places qui est ouverte toute l'année. D'accord, golfe de Morbihan, donc Vannes ou la Trinité? C'est ça, exactement, Vannes, à l'intérieur du golfe du Morbihan. Et alors, donc, parce que on te connaît en tant que président de la Fédé principalement, mais comment tu es arrivé à gérer ça? En fait, cette aventure-là n'était pas prévue au programme. Laquelle? Comme le fait de me retrouver président de la FNHPA. En réalité, l'aventure a commencé de manière un peu étonnante, mais je pense qu'il y a des cas similaires avec d'autres représentants syndicaux. C'est qu'en réalité, ne connaissant pas le métier, je me suis intéressé à l'action syndicale locale en Finistère, puisque
après le camping des Côtes d'Armor et celui du Morbihan. En réalité, moi j'habite en Finistère, ce qui fait que je me suis intéressé à l'action syndicale en Finistère pour pouvoir découvrir le métier, également rencontrer d'autres professionnels, et j'invite d'ailleurs chacun à en faire de même. C'est une bonne solution pour arriver à s'ouvrir l'esprit et à découvrir le métier en profondeur. J'ai pris assez vite la responsabilité d'un dossier sur les risques littoraux. Déjà, c'est un sujet qui nous occupe beaucoup, mais pas seulement, parmi d'autres. Et puis, donc, malheureusement, la présidente du syndicat du Finistère a eu des problèmes de santé et a dû quitter la présidence. Elle est décédée, hélas. Ce qui fait que mes chers confrères ont eu la générosité de me proposer comme président, ce que j'ai eu sans doute la folie d'accepter. Tout a commencé là. Exactement. Puis Yves Le Floch, qui était président de la Fédération bretonne d'hôtels plein air, m'a proposé quelques temps plus tard de prendre la présidence de la Fédération régionale, l'Union bretonne d'hôtels plein air. Et puis, chemin faisant, au sein de la FNHPA, puisque dès lors que vous êtes président de syndicat départemental ou régional, vous siégez au conseil d'administration de la FNHPA, eh bien, Guilhem Ferraud souhaitant donc se retirer petit à petit et laisser place à la génération suivante, donc a mis en place un triumvirat, donc comme son nom l'indique, de 3 présidents de syndicats ou de fédérations locales, régionales, autour de lui, en espérant que l'un d'entre eux pourrait prendre la suite, ce qui est arrivé. Et mes 2 autres collègues triumvirs ont eu eux aussi la grande gentillesse de me pousser pour que je me présente à la présidence de la FNHPA. Il n'y avait qu'une liste d'ailleurs, qu'un seul candidat, puisque ça ne se bouscule pas. Et donc avec une équipe assez homogène et sur le plan géographique et sur le plan des compétences. Donc en 2017, on a été élu pour prendre la présidence de la FNHPA. Enfin, c'est moi qui ai pris la présidence, mais c'est vraiment une aventure collective avec les différents vice-présidents, Jean-Guy Amat, le président du comité du groupe et des chaînes, qui est très actif avec nous au sein du bureau, le bureau, et au-delà du bureau, le conseil d'administration. Donc voilà, en réalité, c'était pas du tout prévu. Il n'était pas prévu que je m'implique. Petit à petit, ils ont réussi à t'initier, mais c'est vrai que tu étais quelqu'un d'assez plébiscité là-dessus. C'est pas forcément plébiscité, parce que je pense que G et Rémi avaient totalement la possibilité de prendre la présidence de la FNHPA eux-mêmes. Peut-être que je n'ai pas dit non avec la même vigueur et qu'ils en ont déduit que ça devait être un oui. D'accord. Ce qui fait que j'ai pris la présidence. Bon, je ne le regrette pas, puisque la vie est une aventure. C'est vrai que c'est très chronophage, ça me prend la moitié du temps, puisque tu me posais la question de savoir comment j'organisais tout ça. Eh bien, ça me prend, la moitié de mon temps. D'accord. Néanmoins, je suis quand même très présent dans mon établissement, parce que je suis surtout dans le Finistère, on a du personnel dans le Morbihan. Je suis présent quasiment tout l'été dans le camping, dans le Finistère, même si il y a de plus en plus d'escapades, y compris au cœur de l'été. Notamment au Cap Ferré cet été, à Arcachon, où tu as dû te déplacer. Je me rappelle, je me disais, mais comment est-ce qu'il arrive lorsqu'il y a eu les incendies, je t'ai vu assez présent, et même tout au long, je me disais, mais voilà, je voulais poser ces questions parce que je me demandais comment tu arrivais à gérer ton emploi du temps. Moi-même étant en vacances pas loin de ton camping, j'avais cette question, et donc en effet tu arrives à jongler là-dessus. C'est forcément un petit peu compliqué, mais d'un point de vue personnel on y arrive, on a une bonne organisation. Néanmoins ça change l'organisation, ça nécessite qu'on a forcément un peu plus de personnel pour arriver à compenser. Puisque c'est vrai qu'il y a l'activité, on parlait au cœur de l'été, mais c'est vrai que parfois il y a des réunions ministérielles à Paris, parce que l'activité est quand même beaucoup parisienne. Le gouvernement est à Paris, les administrations centrales sont à Paris, mais comme l'activité camping est une activité décentralisée, très présente surtout en province, dans les territoires, comme on dit aujourd'hui, ça nécessite forcément de se déplacer par avion, par train, pour faire des allers-retours. Néanmoins, aujourd'hui, avec le Covid, il y a quand même beaucoup de visio, il y a beaucoup de digital, mais il faut quand même être présent, parce que les relations humaines, dans les négociations en particulier, nécessitent d'être au plus près du territoire. Donc ça demande encore une fois une organisation. Après, on est très soutenu, on a encore une fois une équipe à la FNHPA et dans les syndicats départementaux et les fédérations régionales extraordinaires, très dévoués, qui aiment beaucoup le métier, qui ne comptent pas non plus son temps, et ça permet de soulager le rôle des élus. Donc finalement, c'est que tu es arrivé, pas par, en tout cas par
sur le tard, hein, c'est pas, je croyais que c'était aussi tes parents qui avaient le camping, donc tu es arrivé comme ça et finalement tu t'es pris d'amour pour l'HPA. Sinon, je pense que tu ne mettrais pas autant de... D'amour, c'est beaucoup dire, mais de passion. Oui, en fait, on est pris dans un engrenage, c'est comme dans pas mal d'activités. Je pense que ceux qui s'impliquent dans une activité sportive, associative, artistique, peuvent être étonnés eux-mêmes du temps qu'ils finissent par consacrer à l'action. Ouais. Mais c'est vrai que ce qui explique aussi peut-être l'investissement, le mien, mais les autres, hein, parce qu'en réalité, beaucoup dans l'hôtellerie plein air, dans l'action syndicale fédérale, consacrent quasiment autant de temps que moi, hein, le font parce que c'est un métier de passion, certes, hein, mais je pense que pour nos amis hôteliers, restaurateurs, etc., c'est à peu près la même chose pour ceux qui s'impliquent pour l'intérêt général. Mais on perçoit aussi que l'hôtellerie plein air a un potentiel de développement important. Que ça peut avoir un effet positif sur l'avenir du tourisme français, puisqu'on a quand même un rôle très particulier à jouer pour l'avenir du tourisme. Il y a quelques décennies, le camping n'était sans doute pas identifié comme étant un mode d'hébergement touristique avec un poids aussi lourd. Quand on regarde les chiffres de l'INSEE encore cette année, on fait près de la moitié de la fréquentation des hébergements touristiques. C'est quand même monstrueux par rapport aux autres, par rapport aux villages de vacances, par rapport aux résidences de tourisme, même si c'est un tout et que chacun a sa place, évidemment. Mais c'est vrai que le poids du camping est exorbitant dans le tourisme français. Et donc c'est presque une responsabilité pour nos entreprises, mais également pour notre pays, que de s'assurer que les campings puissent apporter à notre économie touristique ce qui est le potentiel qu'est le leur. Ouais. Donc tu sens un dynamisme très important qui aussi te motive et tu sens qu'il y a un vrai rôle à jouer en ce moment, parce que, alors, est-ce que c'était une impression, c'est vrai qu'on a l'impression d'entendre partout les campings, les reportages à la télé cet été, c'était très présent. On t'a vu aussi beaucoup en représentation. Ça, c'est nouveau. Donc, on sent vraiment, toi, tu sens l'engouement et les personnes qui sont un peu, en tout cas, qui ont un intérêt sur le secteur, peut-être envieux aussi. Toi, tu sens vraiment ce changement à ce niveau-là? Envieux, je ne sais pas, mais je pense que les journalistes aussi ont perçu le phénomène de société que représentait le camping. Sans doute que la visibilité médiatique liée aussi aux campagnes de communication des groupes intégrés, des chaînes commerciales depuis un certain nombre d'années ont eu un effet positif là-dessus. Il y a quelques années, on ne voyait pas de pub pour le camping dans le métro parisien. Les journalistes sont quand même assez parisiens en général, notamment les journalistes nationaux qui donnent cette visibilité extraordinaire. Ça, je pense que ça a joué. Évidemment, le film Camping, évidemment, la série Camping Paradis et d'autres ont donné sans doute une visibilité. En réalité, ça a eu un effet peut-être sur la fréquentation aussi, sur, encore une fois, l'envie, notamment auprès du public français, de découvrir notre offre. Hein. Mais en réalité, le camping était déjà un phénomène de société il y a plusieurs décennies. Sauf que là, clairement, l'effet médiatique, sans doute l'effet sociétal, et puis malgré tout, quand on regarde la trajectoire de développement de la fréquentation de notre secteur depuis une vingtaine d'années maintenant, on est quand même à près de 136 millions de nuitées cette année. On était à 129 il y a encore avant le Covid, et puis on était il n'y a pas si longtemps que ça à 110 millions de nuitées. Ça fait quand même 25 millions de nuitées supplémentaires en quelques années. Ça fait plusieurs millions de personnes qui ont découvert le camping. Rien qu'entre 2019 et aujourd'hui, c'est 1 million de personnes de plus qui ont fréquenté les campings français, donc en très peu de temps. Donc la trajectoire de développement est très importante, et ça finit par faire quand même... on n'a pas véritablement les chiffres, mais peut-être plus de la moitié de la population française qui a déjà mis les pieds dans un camping. Donc je pense que les journalistes ont compris, les réseaux sociaux ont dû en plus donner une accélération à ça aussi importante. Le Covid aussi a dû avoir un effet. La résistance de l'hôtellerie plein air pendant le Covid, le fait qu'on s'est aperçu que d'accueillir autant de Français a permis de montrer que le tourisme domestique représentait un vrai potentiel pour l'économie touristique, qu'il n'y avait pas que les Chinois, les Américains, puisque comme le prisme de la performance touristique passe souvent par les arrivées des touristes internationaux, et internationaux extra-européens, faisait presque oublier à de nombreux observateurs, de nombreux même spécialistes du tourisme, que 2/3 de la fréquentation touristique française est constituée de Français, et que 2/3 de la fréquentation étrangère en France est générée par les Européens. Or, les campings accueillent 70% de Français, 30% d'Européens de proximité.
Le fait que pendant le Covid, on ait certes baissé, mais baissé beaucoup moins que d'autres, et que finalement le camping a quand même participé au sauvetage de la fréquentation touristique de la France pendant le Covid, puisqu'il y a eu un effondrement évidemment des populations étrangères. Juste un chiffre, la France est le seul pays d'Europe en 2021 qui a fait plus de 300 millions de nuitées en hébergement collectif, alors que d'habitude l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et la France font autour de 450 millions de nuitées. L'Italie, l'Espagne et l'Allemagne ont été toutes à moins de 300 millions de nuitées en 2021. Le seul pays qui a surnagé, c'est nous avec 320 et quelques millions de nuitées. Les 130 millions de nuitées, enfin un peu moins 120 millions de nuitées du camping ont participé grandement. Parce qu'il y a beaucoup de camping en France. Exactement. Quand on fait 120 millions de nuitées sur 320, il est évident qu'on est très heureux que les campings aient plutôt bien performé. Donc là, ça a à la fois été un révélateur pour le pouvoir politique, pour l'administration, je pense, et pour les journalistes. Et après aussi, justement, tu avais une intervention sur la résilience, mais en tout cas avec des acteurs qui sont professionnels, qui se professionnalisent, de la communication, comme tu disais, au niveau des métros parisiens qui ont aussi motivé les personnes, enfin, les journalistes à communiquer. Et puis après aussi, j'imagine, le Covid qui a fait que ce mode d'hébergement, les personnes l'ont découvert, notamment les néo-gestionnaires. Après, il y avait aussi toute la partie où je pense que les Français ont redécouvert la France aussi, et que quand on est belge, qu'on redécouvre la Belgique, forcément, on se dit pas forcément, enfin peut-être moins à ses collègues de bureau quand on revient, attention, j'ai visité telle région, c'est extraordinaire, pourquoi je vais à l'autre bout de la France, et finalement, du monde, et finalement il y a plein de belles choses aussi en France. Donc c'est un tout qui fait que c'est un secteur très dynamique, auquel aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui s'y intéressent. Donc toi tu le constates aujourd'hui au niveau des autres fédérations, au niveau des acteurs, des financiers qui viennent donc notamment racheter certains des tableaux de maîtres, comme une personne sur le podcast qui m'a dit récemment que voilà, il n'y avait que 7600 campings en France, donc forcément c'est assez convoité, c'est aussi du foncier. Voilà, aujourd'hui, et on ne peut pas en créer. Voilà, on ne peut pas en créer, sauf exception, comme on l'a vu hier. Mais d'accord, donc tout ça participe, et toi tu constates vraiment qu'aujourd'hui, ça a le mojo, hein, pour reprendre ces termes de Jones, donc, et toi aujourd'hui, c'est ce qui te pousse à être très dynamique à ce niveau-là. Oui, mais enfin, encore une fois, moi parmi les autres. Après, les autres présidents des fédérations du tourisme sont aussi passionnés et aussi volontaires pour défendre leur propre métier. Mais c'est vrai que je pense qu'on a une chance. Après, le camping, c'est quand même très particulier. On est proche de la nature, comme tu le disais. C'est vrai que les campings sont dans des écrins naturels auxquels on est très attaché. Je pense qu'il y a une différence quand même, en tant qu'exploitant de camping, entre notre métier et d'autres. Sans doute que ce n'est pas la même chose de travailler dans l'un des plus beaux cadres de France, qu'on soit au pied de la dune du Pilat, qu'on soit dans les gorges du Tarn, qu'on soit au pied du pont du Gard ou dans la baie de Douarnenez. On travaille dans un cadre très privilégié, donc on veut que ce cadre continue d'exister, on veut continuer de faire vivre le territoire, puisque on l'oublie aussi souvent, mais l'activité touristique et notamment l'activité d'hébergement est le point de départ pour pouvoir faire vivre de nombreux villages français, dont la dynamique, dont la fréquentation à la fois touristique, mais également le maintien sur le territoire des habitants dépendent de l'activité touristique. Donc s'assurer que les touristes, que les campings continuent d'exister dans leur territoire, continuent de plaire aux touristes pour qu'ils continuent de fréquenter la France, c'est très important pour la cohésion des territoires, pour la ruralité, pour l'aménagement du territoire et pour la cohésion de notre pays, puisque, encore une fois, on l'a vu, c'est un peu le phénomène des gilets jaunes quelque part. Quand la vie est difficile dans un certain nombre de territoires français, eh bien, on voit bien que les tensions sociales naissent, que ça peut poser des problèmes, alors pas de guerre civile, n'exagérons pas, mais on peut imaginer qu'il y ait des tensions regrettables dans le futur si justement la croissance économique se concentre dans certains territoires au détriment d'autres. Le tourisme, et notamment le camping, nous qui sommes à 70% dans la ruralité, a vraiment un rôle d'intérêt général à jouer pour que tous les Français
profitent de l'économie, de la dynamique de leur territoire propre. Et comme tu dis, que ce ne soit pas qu'une vitrine internationale où Paris, où les Américains viennent, enfin voilà, les Chinois aujourd'hui, que aussi on se réapproprie ce superbe territoire et que ce soit aussi une fierté. Et peut-être voilà, ça a participé à ça, le camping dans ce sens-là. Et c'est vraiment la soupape aussi. Hein, c'est peut-être pour ça, je pense que on a eu la chance, l'hôtellerie de plein air, d'être un petit peu déconfiné au moment du Covid et que finalement il vous ait permis d'accueillir les vacanciers pendant l'été, voilà, même s'il y avait quelques contraintes, mais voilà, vous sentiez que c'était vraiment la soupape qu'il fallait activer au moment parce que tout le monde avait besoin de s'aérer l'esprit et à ce moment-là ils sont venus dans les territoires français. Alors sur le Covid, on a eu la chance évidemment, mais c'est une réelle chance d'être plutôt en plein air évidemment et donc d'être plus Covid compatible que d'autres. Ouais. Et puis on a eu la chance d'être très soutenu évidemment par les pouvoirs publics sur le plan financier comme tout le monde, mais également parce que les contraintes qui se sont appliquées à nous ont été particulièrement bien calibrées pour à la fois mettre en sécurité les clients et sauver notre saison. Le fait qu'on ait eu les piscines en 2020 a permis de sauver la fréquentation. Sans les piscines, on sait bien qu'il y aurait eu un effondrement des réservations, même des annulations en masse. Et le contrôle unique du pass sanitaire en 2021 a été évidemment le réglage suprême qui a permis à la fois de mettre en sécurité sur le plan sanitaire nos clients et également, bien sûr, de permettre aux Français de continuer à vouloir partir en vacances, notamment en camping. En sécurité, Et justement, pour finir sur la partie FNHPA et toi, hein, c'est vrai que j'essaye de venir te chercher là-dessus parce que c'est toi aujourd'hui, en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui disent que tu joues un grand rôle. Alors là, je dis Nicolas Daillot, même si je sais que... demander, non, mais aujourd'hui, on est curieux de savoir comment ça se passe entre justement les petits papiers, au ministère, quel est ton rôle, comment est-ce que tu peux... parce que forcément, c'est aussi c'est celui qui va tirer la couette, j'imagine, vers sa profession et il faut forcément faire valoir ses enjeux. Toi, c'est peut-être naturel parce que finalement, il y a un certain engouement et comme tu disais, les pouvoirs publics ont senti qu'il y avait un vrai enjeu là-dessus. Mais aussi, aujourd'hui, ça se passe, c'est un vrai travail de représentation et de faire valoir la profession au niveau des politiques à Paris. Oui, bah, c'est-à-dire qu'on fonctionne comme les autres. Les fédérations professionnelles, les syndicats professionnels ont pour fonction première de défendre les intérêts des professions pour leur permettre d'atteindre leur potentiel. Donc c'est vrai pour l'hôtellerie de plein air comme c'est vrai pour les autres. Après, le tourisme est organisé de telle façon qu'on a forcément des relations privilégiées avec notre ministre, Olivia Grégoire aujourd'hui, Jean-Baptiste Lemoyne juste avant. On a évidemment des relations très étroites avec tous les acteurs du tourisme, à la fois les institutions touristiques, Atout France, ADN Tourisme, qui est la Fédération des offices de tourisme, comités régionaux et comités départementaux du tourisme, évidemment les différents ministères, et Dieu sait si l'hôtellerie plein air, du fait de sa complexité, est concerné par un nombre important de problématiques, donc un nombre important de ministères. Ouais. Le ministère de la Transition écologique, le ministère de l'Intérieur, Bercy, alors plus le Quai d'Orsay, parce que quand le Quai d'Orsay avait le tourisme, c'était le Quai d'Orsay évidemment qui était notre ministère premier, enfin plus important, parce que c'était un ministère de tutelle, mais également toutes les directions générales de l'État. Je ne vais pas les citer, mais elles sont très nombreuses évidemment. Mais pas seulement à Paris, puisque on sait bien que l'activité de camping, encore une fois, est très présente en province et surtout en province, ce qui fait qu'il y a un contact direct entre les syndicats départementaux et leurs propres préfets, leurs propres services déconcentrés et les institutions touristiques sur le territoire. Ouais. Pareil à l'échelle des régions. Et puis en ce qui concerne Paris, outre les relations avec le gouvernement, et puis bon, même Matignon et l'Élysée, puisqu'il y a évidemment des relations directes avec les conseillers du président, les conseillers du Premier ministre, et bien sûr les cabinets, à commencer par le cabinet de la ministre du Tourisme. Mais aussi, et parce que le tourisme est une activité composite, composée à la fois d'hébergement, de restauration, de loisirs, de transport, etc. Ouais. Et que nous avons aussi des relations avec les autres fédérations, puisque finalement il y a une complémentarité. Et tout ça se fait plutôt dans la joie, la bonne humeur, même s'il y a évidemment un jeu de concurrence. Ouais. En réalité, on sait arriver à mettre nos forces en commun pour faire prendre conscience à nos interlocuteurs du poids de notre secteur et obtenir des résultats concrets. Juste un exemple d'il y a quelques jours,
on était très préoccupés par l'éventuelle décision d'une rentrée scolaire le 1er septembre 2023, un vendredi, ce qui aurait tué la dernière semaine du mois d'août, qui est une semaine en plus très importante pour les classes populaires qui sont chères au camping, puisque les gens qui évidemment ont des budgets contraints s'orientent souvent vers la dernière semaine du mois d'août, qui est un peu moins chère que les autres. Et bien tous collectivement, au sein de la Confédération des acteurs du tourisme, dont nous sommes vice-présidents. On est également président de notre association qui s'appelle l'Association nationale des acteurs du tourisme, qui elle a une fonction un peu plus technique, notamment on travaille beaucoup sur les normes pour mettre en commun nos travaux et s'assurer que les normes qui vont s'imposer au tourisme soient compatibles avec notre dynamique, pour ne pas tuer l'activité. Et bien, grâce à notre travail en commun, et tout en respectant évidemment les aspirations de l'éducation nationale et le rythme de l'enfant, et bien l'arbitrage qui a été pris a abouti à ce que la rentrée 2023 soit non pas le vendredi 1er septembre, mais le lundi 4 septembre. Et tout ça, ça ne se fait pas vraiment dans le combat, ça se fait dans la discussion, dans la concertation. En réalité, il faut avoir de bons rapports, des rapports constructifs. C'est vrai que l'hôtel de plein air en plus a toujours eu une approche, c'est peut-être lié à notre ADN, à notre approche des choses, une approche très constructive, force de proposition. En réalité, on demande assez peu d'argent au pouvoir public. On demande plutôt à ce que le cadre juridique soit adapté pour nous permettre justement d'atteindre le potentiel qu'est le nôtre. Parce qu'on a une particularité qui est en lien direct avec ce qu'on disait tout à l'heure sur l'importance du camping pour les territoires ruraux français, c'est qu'un lit touristique collectif sur 2 en France est un lit de camping. On a 2 700 000 lits touristiques. L'hôtellerie, c'est un peu plus d'1 300 000. Ils sont numéro 2 après nous, en volume. Ils accueillent plus de monde à l'année parce qu'ils sont ouverts toute l'année. Mais par contre, nous, on peut accueillir beaucoup plus de monde en peu de temps. Et il faut absolument arriver à préserver tous ces lits touristiques, parce qu'on ne peut pas être un grand pays touristique si on n'a pas de grande capacité d'accueil. Et ça va conditionner tout le reste. Si on ne peut pas accueillir beaucoup de monde, il n'y aura pas beaucoup de monde dans les musées, il n'y aura pas beaucoup de monde dans les parcs d'attractions, il n'y aura pas beaucoup de monde dans les restaurants. Parce que le principe du tourisme, c'est de dormir hors de chez soi. Et donc, les propositions qu'on fait au pouvoir public, à tous les niveaux, du président de la République au ministre, aux directions générales de l'État, c'est de nous aider à construire un cadre qui permettra justement de stopper la disparition des campings et de permettre aux campings existants de pouvoir améliorer leur restaurant, voire construire un restaurant, de pouvoir mettre des hébergements, de pouvoir avoir une piscine, des toboggans, etc. Et comme on ne demande pas d'argent et qu'on est plutôt constructif, et surtout, on est sans doute l'une des professions les plus actives sur le plan de la transformation écologique. Puisqu'on est au cœur de la nature, on est sans doute le mode d'hébergement qui a la plus belle carte à jouer pour réussir sa transformation. Parce qu'on pourra sans doute être plus actif pour la protection de la biodiversité, la réduction de l'exposition au changement climatique, la réduction de la dépendance énergétique. Et là encore, on ne demande pas d'argent, on discute. C'est pas toujours compliqué parce qu'on est dans des c'est pas toujours très simple plutôt parce qu'on est dans des endroits très complexes. Donc ça comment dirais-je, oblige nos interlocuteurs parfois à faire travailler les neurones de manière un petit peu complexe, parce qu'il faut s'arracher les cheveux entre les différentes réglementations. Mais c'est notre particularité. Mais encore une fois, puisque le potentiel est beau, et parce que on peut sans doute, si l'ensemble des conditions sont créées pour permettre au camping de réaliser vraiment ce qu'il peut produire, on peut apporter au pays, je pense, une 50aine de millions de nuitées supplémentaires, juste avec les campings qui existent. D'accord, parce que justement on dit que c'est dur de créer des nouveaux campings. Pourquoi dans ce cas-là, si le tourisme est en plein essor et notamment sur l'hôtellerie de plein air, on ne peut pas créer de camping? Là, peut-être aussi justement le cadre juridique est peut-être un peu trop encore rigide là-dessus, surtout que c'est étonnant parce que c'est quand même, comme tu le disais, un mode de transformation du foncier qui est assez léger. Hein. C'est pas, bon, là on est au Club Med, forcément on se rend compte que même au niveau impact forcément environnemental, il n'y a pas les mêmes conséquences. Hein. Nous, vous êtes sur de l'habitat léger, hein, mobile home, donc c'est des gens qui peuvent, c'est des choses qui peuvent bouger, qui ont un faible impact, j'imagine, sur la bétonisation des sols, par exemple. Donc aujourd'hui, pourquoi, par exemple, on ne peut pas créer de nouveaux campings et comment justement vous arrivez à grossir? Est-ce que le marché va
pouvoir grossir parce que vous allez mettre plus de lits justement sur des mobil-homes par rapport à des emplacements nus? Est-ce que c'est parce que vous allez pouvoir justement les petits campings qui n'étaient pas forcément exploités, mais il y a des néo-gestionnaires qui viennent et qui les dynamisent et créent réellement des parcelles qui soient exploitées? Est-ce que c'est avec les groupes qui vont peut-être mettre des hébergements qui vont être plus verticaux? Comment est-ce que ça va pouvoir se dynamiser encore ce secteur? Eh bien, c'est toute la question en réalité sur toutes ces variables. Il est clair qu'on ne peut pas créer de nouveaux campings aujourd'hui. Enfin, tous les ans, il y a quelques campings qui se créent. La difficulté, c'est qu'on ne peut pas créer des campings là où l'offre est la plus attractive. Notre fonds de commerce, c'est la proximité de la mer, la proximité des rivières, la proximité des lacs, la nature vierge. Or, le droit de l'environnement est construit, pour des raisons tout à fait légitimes qu'on comprend parfaitement, est construit pour qu'on ne puisse pas créer de nouvelles activités dans les espaces naturels. Donc, vous pouvez créer un camping en bordure de ville, entre une casse automobile et une déchetterie, on doit pouvoir tenter quelque chose, mais vous n'attirerez pas beaucoup de touristes dans ce coin-là, et surtout, le gestionnaire de cet établissement aura beaucoup plus de difficultés à le remplir par rapport à un établissement qui est dans un grand cadre naturel, à Ramatuelle par exemple, ou au milieu des gorges de l'Ardèche. L'important, c'est surtout de sanctuariser les campings existants, puisqu'on ne pourra pas en recréer d'autres, donc il faut absolument les conserver, d'autant plus qu'ils sont situés dans les plus beaux endroits de France. Et la solution, c'est de les transformer, de les améliorer, évidemment dans une optique de développement durable, pour qu'ils correspondent aux attentes du client. Ce qui serait extraordinaire, et ce qui serait un gâchis total, c'est que le mode d'hébergement le plus souple qui soit, celui qui a la plus grande facilité à s'adapter aux attentes nouvelles du client, soit celui qui ne puisse pas le faire, non pas parce que techniquement ce ne soit pas possible, tout en étant encore une fois très écologique, mais parce que la réglementation, la loi et les règlements l'interdiraient. Ce serait extraordinaire. En cela, la dune du Pilat, la transformation, la réhabilitation des campings de la dune du Pilat sont une formidable expérimentation, un laboratoire, justement pour démontrer qu'à partir des constats qu'on a pu faire, notamment avec le ministère de l'Environnement sur le réaménagement, l'amélioration qualitative des campings en site classé, qu'on puisse arriver à la fois à protéger l'environnement et à développer une activité économique importante pour les territoires. Donc la solution, c'est d'une part, bien sûr, d'améliorer les campings existants, que ce soit des campings indépendants, que ce soit des campings indépendants raccrochés à une chaîne commerciale ou les groupes intégrés. On ne les oppose pas, d'ailleurs ils sont tous adhérents à la FNHPA, ils sont au contraire complémentaires. Et d'ailleurs, on fait même le constat, même si tout ça est un peu inquiétant pour tout un tas d'indépendants, et c'est parfaitement normal, quand le monde change, ça peut être anxiogène. L'arrivée des groupes est finalement une opportunité, puisque même si tout ceci peut être anxiogène pour les indépendants qui voient leur secteur changer et qui auraient peut-être préféré que tous les campings de France continuent d'être gérés par des indépendants, la réalité c'est qu'il y a de la concentration, il y a de la structuration de l'offre, elle était sans doute inévitable, comme on a pu le constater dans l'hôtellerie par exemple, mais il faut prendre ça comme une opportunité, puisque leur organisation, leur professionnalisation, leurs moyens bousculent finalement l'offre et obligent les indépendants à être meilleurs. Meilleurs sur la ressource humaine, meilleurs sur le digital, meilleurs sur la qualité de service, meilleurs sur les équipements. C'est ce qui se passe d'ailleurs. Les indépendants, qu'ils se regroupent en chaîne commerciale ou qu'ils restent indépendants sans chapeau commercial commun, se remettent en cause, s'améliorent. On voit que les sanitaires se transforment dans les campings, que les campings demandent plus d'étoiles, mais on peut être parfaitement un très beau 2 ou 3 étoiles. C'est pas le sujet uniquement des étoiles, de la montée en gamme. L'important, c'est d'être plus qualitatif. Il faut évidemment différencier toujours qualité et montée en gamme, ce sont deux choses bien différentes. Là encore, les petits campings dont tu parlais sont un complément évidemment indispensable. On ne peut pas se permettre de perdre les 3000 petits campings de moins de 60 places. C'est la raison pour laquelle on a un travail en cours avec la Banque des Territoires pour leur permettre d'imaginer un modèle économique peut-être plus viable aujourd'hui, puisque sur les 100 campings qu'on perd chaque année, il y a à peu près 50 municipaux et 50 tout petits campings. Donc oui, les petits campings ont un avenir, à condition sans doute pour beaucoup de se transformer, de faire évoluer le modèle économique. L'insolite, le glamping, est sans doute une bonne piste. C'est pour ça qu'elle a été identifiée avec la Caisse des dépôts et consignations et la Banque des Territoires. Pourquoi? Parce que quand on est petit, il faut un haut niveau d'activité à l'emplacement.
Ouais. Alors que quand on est grand, on peut se permettre d'avoir un volume de chiffre d'affaires à l'emplacement beaucoup plus faible, mais on se récupère sur le nombre d'emplacements. Ouais. Et ça tombe bien puisque le glamping, notamment dans les territoires ruraux de l'intérieur, est plébiscité par certaines catégories socio-professionnelles. Et la France est le pays d'Europe qui a le plus de petits campings. Ce serait dommage de ne pas s'appuyer sur cette offre, qu'on ne pourrait pas non plus créer aujourd'hui, mais qui existe depuis les années 50, 60, 70, pour pouvoir créer un nouveau segment. Et puis quant au groupe, encore une fois, c'est avec eux qu'on construit l'avenir de la profession. Nos intérêts sont totalement communs. On construit ensemble la stratégie d'amélioration qualitative, de construction des propositions législatives et réglementaires. Un exemple concret de cette semaine, malheureusement, a priori, ça va avoir du mal à passer, mais à l'occasion de la loi sur l'accélération de la production des énergies renouvelables, en commun, on a fait des propositions au Parlement et au gouvernement pour pouvoir installer des panneaux photovoltaïques sur des ombrières dans les campings au-dessus des places de stationnement, ou mettre des micro-centrales solaires pour réduire la dépendance énergétique. Qu'on soit un petit camping ou un grand camping, ce sont des solutions qui sont viables pour les uns comme pour les autres. Donc on a la chance d'avoir vraiment une stratégie commune. Il est clair que par contre, c'est la prise en compte des attentes des clients et la transformation du cadre juridique qui permettra d'y parvenir. Oui, donc de votre rôle, et puis après le côté justement se spécialiser et avoir un segment qui est bien défini, et notamment l'humain avec, nous on le voit beaucoup, tous les néo-gestionnaires de camping qui notamment s'intéressent à la profession, qui eux ont l'énergie des fois pour dynamiser une petite structure et un petit camping, comme tu disais, petite structure dit dynamisme important, mais quand c'est bien fait, aujourd'hui on voit qu'en tout cas les personnes qui viennent avec une motivation très importante et un service client et une convivialité à revendre, parce que souvent c'est des personnes notamment qui, avec le Covid aidant, qui partent des grandes villes vers les territoires ruraux et qui ont envie justement de renouer avec tout ça, et on se rend compte que même, comme tu disais, je crois que c'est toi qui disais que c'était pas forcément en fonction de la taille, mais plutôt au niveau du chiffre d'affaires, parce que un petit camping peut être parfaitement dynamique et viable sur son modèle économique. Très clairement, il est clair que le secteur va continuer de se structurer. Les groupes vont continuer de grossir, incontestablement, parce qu'ils ont bien identifié qu'il y avait un potentiel de développement. Mais pour autant, l'avenir des indépendants est très bon, à condition bien sûr qu'ils restent dans la dynamique, qui ne se laisse pas distancer, qui se remettent en cause. Mais c'est vrai que la question de la segmentation dont tu parlais, est une question dont on parle déjà depuis un certain nombre d'années. Les campings sont beaucoup moins généralistes aujourd'hui qu'ils l'étaient dans les années 70 ou 80. Il faut évidemment construire un produit en fonction des cibles de clientèle qu'on identifie. On ne peut pas accueillir tout le monde dans un même camping. Il y en a qui veulent du calme, il y en a qui veulent de l'animation, il y en a qui veulent des thématiques particulières. Il y a de la place pour tout le monde. Il faut s'assurer évidemment que le segment qu'on choisit soit suffisamment large pour arriver à faire tourner la boutique. Mais il est clair qu'une partie de notre clientèle présente et future, parce qu'il y a tout un tas de Français, d'Européens qui n'ont peut-être pas encore pensé au camping et qui vont découvrir que c'est une offre intéressante. À nous de leur proposer des solutions qui pourraient les séduire, que ces nouveaux clients ou ces clients futurs, évidemment, vont pouvoir s'y retrouver, à condition, encore une fois, d'être très professionnels. Ouais, très spécialisé sur le segment qui nous convient le mieux. Ouais. Exactement. D'accord, très bien. Merci pour ce tour d'horizon, Nicolas. Nous sommes aux universités d'hiver à La Rosière. Donc cet événement participe justement à la montée en gamme au niveau de professionnalisation de l'ensemble de la profession. D'ailleurs, on a vu beaucoup de formations, on a vu beaucoup de sujets, notamment sur donc les enjeux de la profession qui tournent beaucoup autour de la RH, de la gestion du risque. Dernier tour d'horizon sur les enjeux, les problématiques sur lesquelles il va falloir s'attacher, notamment on parle de la RH, on parle des risques environnementaux. Tu peux nous faire un petit topo là-dessus ? Alors, le métier étant très compliqué, parce que dans un camping, il y a énormément de propositions de services, d'équipements. Il y a autant de réglementations que de propositions de services et d'équipements. Et comment dirais-je, de prestations à proposer aux clients. Donc tout ça est compliqué, mais si on résume les choses, dès lors qu'il faut stopper la disparition des campings, dès lors qu'il faut évidemment adapter notre secteur d'activité aux défis du dérèglement climatique, il faut évidemment travailler beaucoup sur le changement climatique, le droit de l'environnement, le droit de l'urbanisme, pour, encore une fois, permettre aux campings de s'adapter
à l'inondation, à la submersion marine, à l'érosion côtière, etc. C'est un sujet très important. Il faut évidemment réduire leur dépendance énergétique dès lors que l'énergie va coûter plus cher dans les années qui viennent. Il y a des solutions, mais il faut qu'on les rende possibles dans les endroits complexes qu'on occupe, qu'on soit en site classé, qu'on soit en site patrimonial remarquable, qu'on soit en périmètre de sauvegarde des monuments historiques, etc., qu'on soit confronté à un arrêté biotope. Il faut qu'on puisse continuer, encore une fois, de transformer l'établissement de manière vertueuse. Ensuite, dès lors que la profession propose des services nouveaux, dès lors que l'évolution du monde et que les exigences des nouvelles générations transforment nos métiers, et que nous avons besoin de salariés supplémentaires, parce qu'aujourd'hui on a 40 000 saisonniers chaque année, plus 10 000 salariés en CDI, et qu'on sait du fait de la trajectoire d'évolution de notre fréquentation qu'on aura besoin de 10 000 salariés supplémentaires dans les toutes prochaines années, il va falloir qu'on parvienne à séduire notamment des jeunes, mais pas seulement, de jeunes salariés à venir travailler dans le secteur d'activité. Donc il faut qu'on arrive à leur faire comprendre qu'il est sympa de travailler dans les campings. Donc il va falloir qu'on prenne en compte leurs aspirations, qu'on dote tous les campings de France, enfin tous ceux qui n'en ont pas déjà, notamment les petits indépendants, d'une marque employeur qui peuvent adapter à leur propre établissement, d'une boîte à outils, c'est ce qu'on fait aujourd'hui pour leur permettre de communiquer au mieux et convaincre des salariés en recherche de venir travailler dans les campings et dans leur camping en particulier. Donc ça, c'est quasiment prêt. Et pour la saison 2023, ce sera déjà bien avancé. On a évidemment tout un volet très important sur le digital, le numérique, la commercialisation, et notamment continuer à ce que l'hôtellerie de plein air soit un mode d'hébergement très peu intermédiaire. C'est absolument fondamental. Dès lors qu'on consacre à peu près un quart de notre chiffre d'affaires chaque année à l'investissement, il faut qu'on puisse préserver notre marge pour pouvoir justement être en capacité financière d'investir. Et pour cela, il faut que la grande partie de notre chiffre d'affaires soit évidemment générée en direct entre le consommateur et le camping. Alors certains campings ont besoin des agences de voyage en ligne. C'est la raison pour laquelle on a signé avec la majorité d'entre elles une charte de transparence, de bonnes pratiques, de façon à ce que les rapports soient les plus équilibrés, les plus cordiaux possibles, et qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale et qu'il n'y ait pas de pratiques contestables de détournement de clients, notamment au détriment des campings qui se feraient siphonner une partie de leur clientèle et permettent là aussi aux campings de garder une grande dynamique commerciale et une grande indépendance commerciale. Donc c'est un équilibre un peu évidemment sensible et qui doit être mis en cause chaque année, puisque le monde évolue très vite, surtout sur le plan numérique, ce qui fait que des pratiques plus ou moins déloyales ou contestables qui n'existaient pas il y a 2 ans émergent cette année. Il y en aura sans doute de nouvelles l'année prochaine, ce qui nécessite une veille importante de la part de la Fédération nationale, mais également de la part des exploitants de camping eux-mêmes, qui doivent regarder comment leur camping apparaît sur Internet, de façon à défendre au mieux leurs intérêts. Donc ça, c'est le troisième objectif fondamental. Et puis je pense que, encore une fois, le camping n'est pas hors sol. Le camping est un élément important du tourisme français, mais qui doit travailler encore plus avec les autres, avec son écosystème, qui doit avoir des objectifs sociétaux lourds. Quand on pèse autant dans la fréquentation touristique du pays, et quand le rôle social du camping est aussi fondamental, puisque nous sommes le leader du tourisme social en France, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est nous qui accueillons la part la plus importante de classe populaire, ça nous donne évidemment une obligation, une responsabilité sociétale pour continuer à ce que la proportion justement des classes populaires dans notre offre soit aussi importante et qu'on puisse également se préoccuper de prendre notre part pour que les près de 18-19 millions de Français qui ne prennent pas de vacances puissent en prendre. C'est la raison pour laquelle on a des partenariats très nombreux avec le ministère de la Culture, avec les associations qui facilitent le départ en vacances de Français qui n'en ont jamais prise pour l'instant, mais également que le camping puisse accueillir tous les types de clientèle. Donc on a des travaux en cours avec par exemple l'association Passerelle pour accueillir des familles ayant des enfants lourdement handicapés. On a des travaux en cours, on est très heureux d'avoir pu apporter par exemple 80 000 € cette année au Téléthon, et on espère évidemment pouvoir apporter beaucoup plus. On a des travaux également en cours avec le ministère de la Culture pour s'assurer que la fracture culturelle puisse être réduite dans les années qui viennent, notamment grâce au temps de vacances
qui pourrait être consacré aussi à la découverte des musées environnants autour des campings pour faire toucher du doigt à des millions de Français l'offre culturelle, l'offre historique, patrimoniale auquel ils n'avaient pas pensé et qu'ils ne connaissaient pas. Et puis il y a tout le volet très important de transformation écologique de la profession. C'est l'un des objectifs majeurs qui va aussi conditionner la réussite de lever des freins dont on parlait au cours de ce petit échange. Le plan camping 2030 qu'on a mis en place sur la réduction des déchets, sur la réduction de l'empreinte biodiversité, sur la réduction des consommations d'eau, notamment par la détection des fuites, mais également sur comment l'ensemble de l'adaptation au changement climatique au sens adaptation de l'offre commerciale au changement climatique, c'est-à-dire créer de l'ombrage sur la partie nord de la France, transformer la végétation sur la partie sud, notamment pour réduire les déchets verts, notamment pour réduire l'exposition à l'incendie, notamment réduire les extensions de sinistres. Donc il y a énormément de travaux qui sont en cours, mais je crois que l'hôtellerie de plein air est en situation de réussir cette transformation écologique, en sachant qu'on teste actuellement une méthode qui me semble très innovante et qui, sans doute, est la seule qui permettra de réussir la transformation de tous. Puisqu'on voit qu'aujourd'hui, un nombre trop faible d'établissements touristiques, que ce soit de l'hébergement, de la restauration, du loisir, a pu vraiment réussir sa transformation écologique parce que passer par un label est une solution sans doute très efficace, formidable, extrêmement pointue, mais trop peu utilisée, puisque ça ne colle pas sans doute avec la psychologie des chefs d'entreprise. Et la méthode qu'on utilise là, qu'on met en œuvre, qu'on expérimente, a pour vocation justement de coller à la psychologie et du touriste, qui en vacances parfois ne se préoccupe pas tellement d'écologie, mais également du professionnel, qui a un métier bien compliqué et qui n'arrive pas à consacrer suffisamment de temps à sa transformation écologique. Et donc le fait de passer par des chargés de mission environnementaux qu'on a déjà dans certaines régions, qui sont payés par les fédérations et qui accompagnent les professionnels du tourisme en les délivrant de toute la charge administrative, eh bien, permet d'embarquer un maximum de campings. Et quand je vois la manière dont ça se passe en Corse, en Nouvelle-Aquitaine et en Bretagne, qui sont les 3 régions expérimentales, avec des centaines de campings qui rentrent dans la démarche, je pense qu'on est en situation, au cours des prochaines années, de réussir cette transformation. Qui permet être bien dans ses baskets, j'imagine, parce que aujourd'hui la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, c'est bien ça dont on parle aujourd'hui. Je pense à vraiment un impact, en tout cas à moyen long terme, sur le recrutement, avec des jeunes aujourd'hui qui ont besoin de ça aussi, et de cohérence, sur la clientèle qui va de plus en plus le demander. Et donc aujourd'hui, je pense que, tu le dis, tu sens un certain panache des campings qui aujourd'hui, en tout cas, et notamment dans des événements comme ça, peuvent prendre du recul pour se dire quel est mon positionnement, comment est-ce que je peux être bien dans mes baskets pour que du coup tout soit vertueux et tout soit profitable pour son établissement et pour la profession et l'environnement. Un événement comme les universités à la Rosière ici, pour la 2e édition, qui permet, dans un cadre convivial, de professionnaliser encore en plus les professionnels, alors que ce soit sur place ou que ce soit à distance, puisque les formations sont filmées et vont être mises en ligne, ce qui permettra de former les salariés à distance. Et je remercie d'ailleurs l'AFDAS, notre opérateur de compétences, qui a été très moteur pour nous permettre de réussir ce bel événement. C'est évidemment la meilleure formule qui nous permettra d'arriver à réussir ce défi. Ce défi qui, évidemment, est très important pour l'intérêt général, parce que l'hôtellerie de plein air, comme toutes les activités humaines, doit prendre sa part pour réussir la transition écologique. Le défi que ça représente, en matière de bilan carbone, en matière de biodiversité, en matière d'adaptation au changement climatique. Mais c'est vrai que de manière plus prosaïque, c'est pas à moyen terme, c'est à court terme. Pour convaincre les nouvelles générations de travailler chez nous, il va falloir qu'on donne des gages d'efficacité environnementale et sociale et sociétale. Et puis pour les pouvoirs publics aussi, pour arriver à démontrer que le tourisme est en situation de réussir cette transformation. Et si c'est l'hôtellerie de plein air qui pouvait être parmi les premiers acteurs importants du tourisme à rentrer dans cette démarche et surtout à la réussir, parce que le défi c'est de la réussir, eh bien ma foi ce serait sans doute un gain d'image extraordinaire pour notre secteur. Et surtout ça vous préserverait des évolutions environnementales qui vont vous impacter aussi en première ligne de par la situation géographique des campings. Tout à fait, on a la faiblesse de penser que si on est peut-être plus vertueux que les autres en matière de transformation écologique, eh bien, que les pouvoirs publics seront peut-être plus à l'écoute pour nous permettre de réussir aussi, sur le plan réglementaire et législatif, la transformation du cadre qui nous permettra d'aller plus loin. D'accord.
pour finir, si tu as un petit mot de la fin, et j'ai toujours cette question régulière de demander qui est-ce que tu aimerais bien écouter dans ce prochain épisode du podcast et du YouTube. Eh bien, je pense que ce serait intéressant d'auditionner Jean-Guy Amat, par exemple, notre président du comité des chaînes et des groupes, hein, qui a une vision, lui, qui est un indépendant, mais qui anime le groupe justement des chaînes commerciales et des groupes intégrés de camping, et qui pourra compléter la vision et peut-être donner quelques pistes, quelques visions sur la manière dont la profession pourrait se structurer dans les toutes prochaines années. Et alors, Jean-Guy Amat, tu n'as plus le choix, ça fait la 3e personne qui te mentionne en à peu près moins de 15 épisodes. Donc, est-ce que tu en auras une autre aussi ? Ma foi, il y a énormément de personnes qui mériteraient d'être interviewées. Je pense que ça pourrait être intéressant d'interviewer Christian Mantéi, le président d'Atout France, qui a une vision transversale, très exhaustive de ce qu'est le tourisme dans le monde, le tourisme en Europe, le tourisme en France, qui connaît l'hôtellerie de plein air, qui s'y intéresse, je sais, beaucoup, et qui a bien compris le potentiel que représentait notre secteur pour les années prochaines. Tout à fait, c'était une très bonne idée. Je te remercie, Nicolas, Avec plaisir. Et puis très bonne fin d'université. Merci à toi. Merci. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux et vous abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos. Un petit commentaire pour la force et rendez-vous autour de la piscine pour un geek tonic.